Garou, bonjour. Bonjour Darius. Vous revenez avec un nouvel album, Rhythm Blues. On va parler de ça, parler de votre voix, le phénomène Garou qui dure depuis combien d'années maintenant? J'ai 40 ans. Ouais. Non, Ça, ça c'est la fait première 15 ans. nouvelle. Notre-Dame, ça fait à peu près 15 ans. Le succès, alors le succès qui était énorme, il y a eu, on peut dire qu'il y a une petite baisse, Si, une bonne, confortable. un ralentissement, Ouais, qui a fait du bien. et puis il revient très fortement là, Ouais. c'est valorisant. Si, ben, c'est comme une autre chance dans une vie. C'est fabuleux parce que c'est un métier assez éphémère, souvent, surtout de ma génération. Et les artistes sont jetables aujourd'hui et le métier qui se casse la gueule et tout ça. C'est vrai que reconnaître un succès comme ça, là où je l'attendais le moins, j'aurais jamais pensé avoir un succès sur un album Rhythm and Blues qui démarre au top des charts. J'aurais pas imaginé. C'est une grande chance encore. Votre histoire, on va la raconter extraordinaire. Hein. Petit gars découvert dans une arrière-salle de bistrot qui devient vedette planétaire. Maintenant, à Moscou, à Pékin, il y a du Garou sur les murs. Moi qui n'aurais jamais pensé traverser l'océan de ma vie, c'est assez incroyable. 40 ans, vous le disiez, premier mot que vous disiez, hein, 40 ans cette année, c'était comment? C'était le 26 juin, je crois. 26 juin, exact. Alors, comment ça s'est passé? Quand on a 40 ans et qu'on est Garou, ça se passe comment? Ben, je venais de terminer l'album et je suis allé me faire une fête de 5 jours à Las Vegas pour me prouver que j'étais encore capable. Vous, Ça vous s'est étiez bien bon passé. vivant, vous êtes bon vivant, hein, ça Si, vous reniez c'est pas. indéniable, ouais. Alors, on vous scrute, alors il y a le cheveu blanc, mais Ouais. ça, c'était déjà depuis un bon moment. Si. Ouais. Ça a été très tôt chez mon père aussi, donc j'en ai hérité. Les rides, Ouais. l'expression. Les rides, moi, qui sourit tout le temps, qui bouge beaucoup. Vous voulez pas vous botoxer comme tout bon artiste nord-américain, être complètement figé Jamais de la vie. Pour moi, le plus bel homme sur la Terre, voyons, parce que je veux dire son nom. C'est mon acteur préféré. Un ridé? Non. Ah, je sais pas, Clint le Eastwood. ridé, non. Je peux pas vous aider, la Garou. Voyons, ça va pas du tout. Jack Nicholson. Ah ouais. Hello. Donc, il faut des rides Le plus bel d'expression. homme, c'est Jack Nicholson. Quand même, 40 ans, vous êtes père de famille maintenant. Il y a un moment où ça change, disons, la donne change, on s'embourgeoise. Si, quand on devient papa, oui, forcément, il y a des choses qui changent. Mais après ça, j'ai encore 12 ans dans ma tête, moi. J'ai juste un an de plus que ma fille. Le succès, on partait de là, il a été pour vous envahissant. À un moment donné, c'était trop. On disait, par exemple, vous aviez peur même de la foule, des gens qui se jetaient sur vous pour les autographes, etc. Ça a été trop. Le mot est choisi, envahissant. Et c'est ce qui fait aussi que la descente m'a plu aussi. Que ça se calme un moment. Et, parce que j'ai toujours eu du mal. C'est arrivé tellement vite dans mon cas. Dès le début de Notre-Dame, avant même de commencer le spectacle, on savait même pas de quoi le spectacle aurait l'air, que la chanson Belle a fait exploser les audimat. Et C'est aller très loin, hein, se déplacer dans la rue, aller dans une pizzeria, c'était impossible. ouais, voilà. C'est encore impossible dans certains coins de la planète, disons, c'est dangereux, quoi. Disons que c'est pas discret. Ouais. Et j'aime bien la discrétion. Moi, j'aime bien qu'on considère tout le monde égal. Et c'est là où j'ai du mal, en fait. Ça vous est arrivé d'avoir physiquement peur? Si, mais en même temps, oui, je suis agoraphobe, et déjà de base, mais en spectacle, je me suis fait des bains de foule. En spectacle, j'aime prendre l'attention, puisque c'est le jeu, quoi. C'est là où ça crée la magie. Mais aussitôt que je sors du spectacle, j'aime bien que l'attention se porte ailleurs. Être tranquille. Ouais. Ouais. La voix. Alors, la voix, ça a toujours été à la mode, ça l'est maintenant plus que jamais, hein, l'émission The Voice. Et puis, votre voix, elle a un peu lancé ça. Alors, sur la pochette de l'album, on y va à la louche. Hein. Je lis le descriptif. Une voix mâle à l'émotion brute. Un peu comme si on vous versait de la testostérone directement dans l'oreille. Ça, c'est de la vente. C'est en fait, ça c'était sur la pochette de présentation aux médias. J'ai beaucoup rigolé quand je l'ai vu parce que nouvellement arrivé en plus chez Universal, donc c'est une nouvelle maison de disques. Quand j'ai vu tout ce qu'ils ont écrit, Ça fait un peu injection de testostérone, vous savez, comme dans les bovins. On y Voilà. va, non, mais sérieusement, vous avez une voix tout à fait hors du commun, quoi. Comment, la première fois où vous vous êtes dit, tiens, il y a un phénomène, c'était quand? ben tout petit, il y avait le sens musical. Ouais. Donc j'ai 4 ans quand ma mère m'entend aller pianoter. J'avais jamais pris de cours de piano, mais il y avait un piano dans la maison. Et elle m'a entendu jouer une mélodie à l'oreille. Donc j'ai des grandes oreilles, mais qui servent au moins. Ça a été tout de suite ce sens musical qui m'a permis de chanter. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai eu un groupe, mais je me fondais un peu. J'étais pas le chanteur principal.
On faisait beaucoup des Beatles, donc c'est ça qui m'a forgé aussi à faire des voix, des harmonies et tout ça. Florent Pagny raconte qu'il était dans une pièce, s'est entendu lui-même et il s'est dit, voilà, il y a quelque chose, quoi. Vous, il n'y a jamais eu un moment comme ça où vous vous êtes dit, j'ai une voix hors du commun? Je me suis jamais vu de l'autre côté ou entendu. Pour moi, c'est un besoin. Donc, ça n'a pas été tiens, j'ai un don, je devrais l'exploiter. C'était plutôt j'ai un besoin de communiquer, j'aime rendre les gens heureux. Il y a un soir très déterminant à l'âge de mes 19 ans où il y a une amie qui me pousse sur une scène où je vais chanter et je suis tétanisé au départ et finalement, tiens, je me rends compte que je suis bien parce que j'ai l'impression de faire du bien aux gens. Que les gens voulaient encore et qu'ils appréciaient comment je pouvais les faire vibrer, quoi. Et à partir de ce soir-là, j'ai jamais arrêté. Comment est-ce qu'on cultive une voix pareille? Alcool. Cigarette? Bon, probablement que ça a contribué, toutes ces soirées en fumée. Ça a contribué pour la forger, mais aujourd'hui, elle est bien solidifiée comme ça, donc je pourrais me permettre d'arrêter. Vous avez l'angoisse, alors tout le monde connaît votre proximité avec Céline Dion, tout le monde connaît ces trucs qu'elle raconte, où elle te pince le bout de la langue pour avoir un peu de salive, et cette peur de la perdre. Oui, vous l'avez entendu, parce que ça, c'est un truc qu'elle m'avait donné dont je me sers souvent. Vous faites ça, on fait quoi? On se pince le bout de la langue? On pince le bout de la langue. Ah, ce qui humidifie, ça fait monter, en fait, la salive. Et pour empêcher le dessèchement de la corde vocale. Ouais. Ça marche plutôt bien. Sinon, j'ai pas le rythme de l'athlète, tellement. Ouais. Ça veut dire... Je suis épicurien, je suis excessif, voilà. L'angoisse le matin de perdre la voix, d'avoir simplement... Vous l'éprouvez? Je l'ai vécu souvent, ouais. C'est probablement le pire jour de ma vie qu'un jour où j'avais plus rien, quoi. J'ai dû annuler un concert. Parce que j'étais malade aussi, j'avais une gastro épouvantable. Et là, il y a un moment où tu peux juste pas te rendre physiquement sur la scène. Et je me souviens, j'étais juste à côté de la toilette, j'avais mon équipe qui me regardait et qui disait « Non, mais on te dit que tu ne fais pas le concert. » Je disais « Je vais le faire, le concert, ça va aller. » Mais je pouvais juste pas, quoi. Les très belles voix, c'est qui? C'est d'abord celles que vous admiriez quand vous étiez gamin. Ça, c'est quoi? Les très grands crooners, c'est qui? Neil Diamond, Frank Sinatra, bien sûr, Ray Charles, qui est pour moi le professeur de voix, Tony Bennett. Oui, les crooners, beaucoup. Le swing, pour moi, chanter, c'est wow. Et aujourd'hui, parmi les vivants? Et aujourd'hui, parmi les vivants, il y a des voix, beaucoup de belles voix féminines qui ont des tessitures. Exemple? La plus belle surprise que j'ai eue, c'est aux Enfoirés, où je vois Zaz, que je connaissais même pas parce que j'avais été à New York toute l'année dernière, donc j'avais manqué un épisode. Et je vois Zaz et je pensais que c'était Zazie qui allait commencer à chanter. Et j'entends la voix de cette fille, Zaz. J'ai trouvé c'est fulgurant, quoi, la première fois que tu l'entends. Elle a un timbre et en même temps une façon de jouer avec sa voix qui est fabuleuse. Chez les hommes, on cite quoi? On cite toujours Aznavour? Si, ouais, toujours bien là. Johnny? Johnny, dans sa puissance, c'est sûr. Sardou, vous le mettriez dans ses très grandes voix? Sardou, même le premier. Ouais. Je mettrais le premier. Je me souviens quand j'avais fait le duo avec Céline, son premier album, et on préparait le deuxième album. J'ai un ami qui me demande avec qui je ferais un duo. J'ai dit, on n'a pas prévu de duo. Il dit, mais avec qui tu chanterais? J'ai dit, après Céline. Et là, tout de suite, ça m'était venu. Est-ce que ça représente vraiment la personnalité, la voix? Quand on est un grand artiste comme vous, mais pour nous tous, quand vous avez quelqu'un au téléphone, c'est vraiment, vous sentez la personne? Ben vous. Ouais. Vous êtes un orateur. Vous faites le JT, mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un livre très intéressant là-dessus qui est écrit par mon docteur, le otorino-laryngologiste, Jean Abitbol, qui est Le pouvoir de la voix, où il parle beaucoup des chanteurs, évidemment, et il m'avait cité dans son livre Céline, Liza Minnelli, et plusieurs. Il parle aussi de la voix des orateurs, de ceux qui ont bougé les foules. Jésus devait avoir une voix extraordinaire pour qu'on le suive, qu'on parle de lui 2000 ans plus tard. Votre otorino, il a vu vos cordes vocales. Comment c'est? C'est très spécial, les cordes vocales de Garou. D'ailleurs, la dernière fois, il s'est acheté une nouvelle machine. Ouais. Et je me souviens, il est allé chercher son fils en courant. Il a dit « Viens voir, on l'a! » C'est genre, on a trouvé c'était quoi cet animal de Garou. Et il était très fier de l'avoir plus en détail. Ouais, j'ai une certaine particularité sur la corde vocale. On s'arrête là-dessus parce que ça fascine. Il y a ces émissions qui marchent, du Tonnerre de Dieu, de Voice, etc. Vous, quand vous voyez ces jeunes talents émerger, ça vous émeut, ça...
Je suis heureux qu'on en fasse un constat aujourd'hui parce que si j'ai dit oui, j'aurais pas dit oui à un autre show du genre. Et j'avais même dit non après ma barre. Et finalement, ils m'ont convaincu. Et l'argument pour moi, ça a été de me dire, tiens, c'est une mission pour que les gens se remettent à avoir envie des voix, quoi. Et ça a marché, on en fait un constat aujourd'hui. Il y a les pauvres en voix, hein, ces chanteurs qui ont une voix nulle. On demande même aux chanteurs de déchanter. Ben, dans les dernières années, c'est ce qui se passait. Là, on est sur un tournant Ça veut où dire ça quoi, va de bien. murmurer un peu sur... ouais. De murmurer et de pas trop chanter de façon puissante. Qui ça, par exemple? Quand pourtant, avant, on pouvait même pas imaginer que ça existe. Je veux dire, l'invention du microphone, on est dans le même siècle. Je veux dire, ça fait 100 ans qu'on enregistre la musique. L'invention du microphone a créé ce qu'on dit les crooners, ça veut dire murmurer. Et c'était là où on pouvait se permettre d'avoir une sensualité vocale. Sinon, un chanteur, il fallait que ça envoie, quoi. Pour chanter dans une soirée et chanter dans une église. Votre histoire, Garou, alors vous avez parlé de ce tournant à 19 ans, quand on vous pousse sur scène et que vous avez plaisir à vous faire entendre. Le vrai tournant, tout le monde le connaît, vous êtes dans ce bistrot, enfin dans ce bar où vous chantiez quoi, depuis combien d'années? Je chantais depuis 6 ans. Il faut vous imaginer comment à cette époque? Un peu bohème, un peu perdu, quoi? Un peu bohème, mais en pleine stimulation musicale et en plein laboratoire, parce que j'avais un groupe de jazz avec les professeurs de l'Université de Montréal. J'avais un groupe de rock avec des mecs bien de bar. Et je faisais des chansons tout seul à la guitare. Je faisais un peu folk. Et j'avais mon groupe The Untouchables avec les cuivres, où on faisait la rhythm and blues. Vous avez la nostalgie de ça? Bah, dans Si. cet album, d'une certaine manière? Si, là, je l'ai revécu par le biais de l'album. Ouais. Mais oui, il y a cette nostalgie et cette magie aussi des gens qui te découvrent pour la première fois. Et quand on devient populaire, il y a une espèce d'attente après. C'est dans tous les métiers aussi. Hein. On attend quelque chose de toi et il n'y a plus cet effet de surprise du début où il y a des gens qui débarquaient me voir dans le bar. Je disais même cet après-midi, moi, je rêve qu'à 65 ans, je sois dans un piano-bar d'hôtel, dans un endroit où personne ne me connaît et les gens redécouvrent, quoi, et se disent « Ah, tiens, j'aime bien comment ils chantent. » Mais j'ai plus ça. Nostalgie quoi, d'être fauché? Vous n'avez pas la nostalgie de ça quand même? Ça Non, devait moi, être je pas facile tous les serais jours, non? troubadour. Moi, j'ai Ouais. pris des goûts de luxe avec Ah les oui. années, c'est sûr. Mais, Ah, vous faisiez comment? Vous repériez une fille dans le public, j'imagine? Ou des oui, filles? certainement. Ouais, une par dimanche, comment ça marchait? Oui, parce que je faisais les dimanches à Garou. Ouais. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai pris l'avion la semaine dernière avec un chanteur très connu qui a 50 ans de carrière. Et je disais, mais on s'y met à chanter, c'est pour les filles quand même. Et c'est pour les filles. Et il riait beaucoup. Il dit, mais c'est tout à fait ça. C'est beaucoup pour les filles, c'est sûr. J'étais très insécure avec les filles. Ah, vous avez cette phrase extraordinaire, vous dites, je ne sais même pas ce que ça veut dire en français, vous dites que vous étiez un petit gros timide qui ne pognait pas avec les filles. Ça veut dire quoi, pogner? Qui pognait pas, qui chopait pas les filles, quoi. Ouais, qui chopait pas. Ouais. Vraiment, vous étiez comme ça? Ouais. J'avais du mal à communiquer, j'étais coincé. On a un poète chez nous, Jean-Pierre Ferland, qui disait « Je suis devenu beau le jour où j'ai eu une guitare dans les mains. » Et c'est un peu vrai. Les filles de l'époque, vous les avez revues? Celles que vous n'arrivez pas à pogner, Si, j'en ai recroisé quelques-unes. elles vous disent quoi? Elles se mordent un peu les Elles- doigts. Ensuite, il y a ce moment extraordinaire où Luc Plamondon vous repère, succès très très rapide. Vous auriez pu en profiter encore plus. On dit, par exemple, vous auriez pu, comme Céline Dion, faire quelque chose d'encore plus commercial, disons, que ce que vous avez fait. Si, j'ai un gros problème d'ambition. Moi. J'ai jamais été très ambitieux de carrière et c'est pas du à tout prix. Pour moi, c'est à tout prix l'authenticité, mais pas sillonner, essayer d'avoir plus dans mon métier. Je veux donner plus que je veux recevoir, en fait. Vous avez regretté parfois ça, de ne pas saisir certaines occasions? Jamais. Jamais. J'ai eu quelques déceptions de métier. Bon, l'album en anglais, par exemple, j'aurais espéré qu'il fasse plus de chemin parce que j'étais très fier de cet album. Donc, j'ai été déçu de voir que ça a fini en monologue. Mais il n'a pas si mal marché que ça, mais j'aurais espéré plus. Mais aucun regret de choix de carrière. Jamais. Beaucoup de hauts et de bas hein, dans votre vie, un petit côté rebelle. Je crois qu'à 14 ans, vous avez une vraie crise d'adolescence. Ouais. Avant ça, vous êtes bon élève, très... Premier de classe, ouais. toutes les notes, j'avais des notes en haut de 100%, Ouais. avec les bonnies. Et d'un coup,
13 ans et demi, ouais. Ça bascule. La vraie crise d'adolescence totale, hein? Ah ouais, recherche même. Je me retrouve avec des cercles d'amis assez particuliers. Ça veut dire quoi, particulier? Ben, parfois chez les punks. Après ça, j'ai eu une phase très heavy metal. Et j'ai jamais été sur les looks. Ça n'a jamais été important pour moi. Mais la philosophie de pensée de chacun de ces groupes-là. Peut-être que ma vie était tellement... j'ai reçu tellement d'amour que j'ai cherché les problèmes pour essayer de comprendre ceux qui en avaient. Je sais pas. Je me suis mis souvent dans la merde. Vos parents, ils vous ont donné tellement que ça? Ouais, la famille, c'est très, très solide chez nous. C'était comment? C'était très simple. Pas énormément de discussions, hein, juste mais la présence et l'importance, le respect dans la famille. Vous citez souvent votre père était garagiste, hein, je crois. Ouais. Comme un exemple. Mon père, c'est mon idole depuis toujours. Et mon père chantait avec les frères de ma mère. Et il y avait de la musique des deux côtés de la famille. Et ces deux familles-là faisaient beaucoup de soirées ensemble. Donc le maternel et le paternel, c'était des familles qui se connaissaient. Mentalité très village, là, mais... Et c'est vrai que ça a fait que mon père était le héros de la famille quand il se mettait à chanter. Ça n'arrivait pas souvent dans l'année. Hein. Mais déjà, quand le jour de l'an où tout le monde lui demandait la fameuse chanson qui nous chante Bye Bye Love, et il nous faisait Bye Bye Love, et tout le monde était ébahi par mon père. Donc c'était mon idole. Et c'est ça qui a déclenché le truc chez moi. Ah, c'est un bled, hein, là d'où vous venez, c'est ça, Sherbrooke, c'est juste? Mais Sherbrooke, c'est quand même une ville... Ah, pardon. Bah, c'est la 4e ville du Québec. Certains disent que c'est sinistre, c'est vrai, moi je suis jamais allé, on me dit que c'est sinistre, c'est vrai. Non, aujourd'hui, c'est devenu très personne âgée. Ouais. Ils ont tout organisé la ville en conséquence, tout ça, donc il n'y a pas beaucoup de jeunes qui restent là. Vous retournez là-bas? Si, j'ai encore la maison là-bas, la famille est encore là, donc... J'ai mon studio au bord de l'eau, pas très loin de là aussi. Vous avez un restaurant, hein? Ouais, Donc, dans le Vieux-Montréal. Ça, c'est une attache qui compte toujours pour vous? Ah oui, énormément. Énormément. C'est toujours la même phrase chaque fois qu'on a des meetings au resto. Je dis, moi, oubliez pas, mon objectif, c'est de revenir ici dans 30 ans et de me sentir encore comme maintenant, là. Ouais. Dans l'auberge, sentir à la maison où il y a quelque chose de très familial. C'est un phénomène quand même, parce que l'accent se perd d'habitude, hein? Vous, non, pas du tout. En fait, c'est un ultime combat. C'est-à-dire que là, je traduis en ce moment. Vous pensez dans quelle langue, là? Je pense en québécois et je traduis dans un français plus international. Parlez-nous un petit peu en vrai québécois. Parce que si je commence à parler de même... Si je vous demande comment allez-vous, Garou? Là, je vais avoir un débit qui va aller bien plus vite de même, parce que là, je pense de même, je parle de même. Fait que je me garoche, là, tu sais, je me pitch dans ce que je dis. Mais il faut toujours que je pense à mon vocabulaire et pas trop. Parce que vous voyez, si je commence à parler comme ça, plutôt français, quoi. Ah oui, c'est intéressant. Donc il y a une sorte de garou-langage qui est un peu entre le français entre les deux, parce que sinon, je vais me faire lapider sur la place publique au Québec quand je rentre, si je commence à parler comme ça, quoi. Vous en avez eu honte? Vous savez que beaucoup de Suisses ont un peu honte de leur accent suisse, Belges ont honte de leur accent belge. Vous n'avez jamais eu honte de votre accent canadien? J'ai pas eu honte, mais les 3 premières interviews quand j'arrive à Paris, où il n'y a rien de préparé, je pensais même pas que j'allais parler, mais Belge, ça a tellement tout de suite provoqué des choses. 3 premières interviews. Oh, cette expression. Ah, vous avez entendu. Mais dites-nous un petit quelque chose, là, votre accent, c'est trop top. Et je me dis, je vais quand même pas faire des interviews toute ma vie sur la bête de cirque de la blague de mon parler, quoi. Et au bout de 3 interviews, tac, je me suis mis dans un mode, justement, de français médium entre le français et le québécois, et c'est resté. Votre géographie personnelle, alors il y a Sherbrooke, Montréal, Paris, bien sûr, c'est là où votre carrière s'est faite. Un peu la Suisse, même pas mal, hein. Vous connaissez bien la Suisse. J'adore la Suisse. Ouais. J'ai eu envie d'y habiter même, parce que j'adore ça, j'ai beaucoup d'amis ici. Et d'ailleurs, le resto que j'ai à Montréal, c'est avec un Suisse. Ouais. Il y a toute la délégation suisse qui débarque à Montréal, ils vont toujours à l'auberge. Et j'adore ça, il y a quelque chose de très similaire entre les Suisses et les Québécois. Qu'est-ce qui est similaire? Effectivement, en général, ils s'apprécient, hein, Québécois, Suisses. Qu'est-ce qui les rapproche? Il y a un respect de l'autre, une ouverture d'esprit vers l'autre, une certaine culture humaine, plutôt que la culture historique ou architecturale ou tout ça, ou des pays qui sont vraiment accrochés sur leurs vestiges. Mais je sais pas, il y a quelque chose de nature, évidemment. Parce qu'ici, c'est ça, c'est le lac, c'est les montagnes, c'est les gens.
Quelques points de chute amicaux. Alors, il y a Jacques Villeneuve qu'on cite souvent. Bertrand Piccard. Oui, mais que j'ai tout juste rencontré là, cette semaine. Un peu grâce à vous, Alors, d'ailleurs. comment ça se passe? Ben, c'était... je le connaissais pas du tout. Et quand pourtant tous les Suisses le connaissent. Ouais. Et on a vraiment eu une belle rencontre qui pourrait même nous amener à faire des choses ensemble parce que c'était très, très intéressant. Faire quoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec Bertrand Piccard? Pourquoi pas une tour chanson du avec monde. une rencontre, un truc. Et là, ça pourrait être ça, un petit voyage. Habiter en Suisse, ce serait imaginable pour vous? Si. Autant que... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais parce que j'ai eu vraiment envie de le faire. Et c'est pas pour des raisons qu'on pourrait imaginer. J'avais vraiment envie de venir habiter et que ma fille vienne à l'école ici. Elle a 11 ans aujourd'hui, donc il y a 11 ans, j'ai failli faire le déplacement. Et il y en a plein qui me disaient, non, mais à Genève, tu vas t'emmerder, c'est trop tranquille pour toi. Vous choisiriez ou vue sur le lac, rappel canadien? Si, ouais. Quand on te voit avec une belle vue sur le lac, là, ouais. Garou, merci. On vous écoute. Rhythm and Blues, c'est combienième album? C'est le 7e album studio. Ouais. Et dans l'ordre des réussites, on en est où? Et dans l'ordre des réussites, ben là, on vient tout juste de le démarrer et tout de suite, c'est parti en gros succès. Donc, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Et je suis très fier parce que je suis très fier de cet album-là. Très fier de faire découvrir de la rhythm and blues à souvent un public plus jeune que j'ai peut-être acquis grâce à The Voice, entre autres. Et qui sont là, qui aiment. Garou, merci. Bonne chance. Comment on dit bonne chance en québécois, plaisir. dans votre québécois natal? Bonne chance. Bonne chance. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci.